Si les abeilles disparaissent, ben là on aurait un problème parce que justement comme elles pollinisent à peu près 70-80% de nos fleurs, des arbres à fleurs, de nos fruitiers et puis les pommes, les cerises, tous ces arbres, les amandiers, tous les fraises, sans les abeilles, on n'aurait pas de fraises. Et je pense qu'il y en aurait pas mal qui seraient pas contents. Alors ça c'est... On se rend pas compte de tout ce qu'elles font. Une abeille peut polliniser jusqu'à 3000 à 5000 fleurs par jour. Donc elles en font des fleurs. Mon meilleur souvenir, ça a été ma première récolte. Quand tu extrais ton miel et puis là, tu es un peu tout seul. T'es pas dans une école à regarder les autres faire, puis reproduire ce que les autres font. Là, tu es chez toi avec ton matériel et puis là, c'est une satisfaction qui est énorme parce que tu as travaillé pendant des mois à préparer ce moment-là. Et puis là, tu extrais ton miel et tu le goûtes. Ton premier miel, ouais, là, c'était quelque chose. Après, mes meilleurs souvenirs, ouais, je pense que c'est ça mon meilleur souvenir. Les menaces pour les abeilles, le plus grand facteur, c'est nous, hein, c'est l'humain. On a besoin de traiter nos champs pour qu'il n'y ait pas trop de maladies, pour pas qu'il y ait de champignons et tout ça. Et ça, on est obligé, les agriculteurs, ils le font pas parce qu'ils sont obligés de le faire. Ils le font pas parce qu'ils adorent ça, quoi. Donc ça c'est moche, mais voilà. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y en a qui font attention et il y en a qui ne le font pas. Et puis ça me fâche pas mal. Parce que justement, il y en a qui font attention et puis je les remercie, ces agriculteurs, parce qu'ils fauchent le soir ou tôt le matin. Parce qu'il faut savoir que quand ils fauchent, il y a beaucoup d'abeilles. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'abeilles. Sur un hectare, ça peut monter à 12 000 abeilles. Donc ils fauchent 30 hectares. Hein. Donc faites le calcul, quoi. C'est de la folie. Et puis, il y en a qui traitent préventif sans qu'il y ait le problème dans le champ. Parce qu'ils veulent la plus grande culture, le meilleur rendement. Et puis ça c'est dommage. Mais voilà, chacun fait comme il veut, comme il peut. Donc, pour le moment, on a de la chance. En Suisse, les règlements sont assez stricts et puis ça se passe assez bien. J'ai fabriqué mes 4 premières ruches. Ça aussi, c'était une grande satisfaction de le faire soi-même, avec du bois suisse, en faisant attention au matériel. Et puis, j'ai commencé avec 4. La première année, je l'ai hiverné 7. L'année d'après, j'en avais 15, 18. Maintenant, je suis à 20, 24. Donc, maintenant, je vais me calmer. On va rester avec ce nombre-là. C'est déjà beaucoup. Je passe vraiment pas mal de temps ici. Et puis, non, c'est quelque chose qui me botte vraiment et je suis très heureux avec ça. Ça, c'est un cadre de hausse. C'est cette partie qu'on met pour récolter le miel. Et puis là, c'est justement ma propre cire. Donc j'ai pu avoir cette machine. On coule de la cire chaude dans cette machine. On ferme et ça me fait les alvéoles, la dimension qu'on a besoin. Si on ne fait pas comme ça, en mettant une base, donc là, c'est vraiment comme je le mets moi au début. Donc elle fait 1 mm, 1 mm et demi, la cire. Et puis les abeilles, elles le tirent de chaque côté. Et puis ça me fait la base. Et puis elles le tirent et elles remplissent de miel. Donc c'est ça une hausse. Donc là, on a le corps de ruche. Et là, c'est une ruche à 10 cadres. Donc on a des cadres comme ça que j'ai mis dedans. Et puis on en insère à peu près 2 par année. Et puis ça veut dire qu'il y a une rotation qui se fait. Et puis à chaque fois, on rajoute des nouvelles cires. Et puis
j'ai pu acheter une machine pour faire ma cire, donc je suis autonome de ce côté-là. Donc ça c'est vraiment sympa parce que tu n'achètes pas de la cire sur le commerce que tu sais pas ce qu'ils ont fait avec, tu sais pas s'il y a de la mitrasse, des choses mauvaises. Donc moi je suis autonome par rapport à ça et ça c'est un super point par rapport à la nature. Ça c'est mon enfumoir, il a une histoire celui-là. C'est un apiculteur du village qui a arrêté il y a quelques années maintenant et puis il me l'a redonné. Donc comme vous voyez, il est marqué mais je trouve ça super. On l'utilise pour enfumer les ruches et puis ça leur fait croire qu'il y a un feu et puis ça les fait descendre dans le corps de ruche. Et quand elles descendent, nous, c'est plus facile à travailler avec les abeilles. C'est vrai que pour ça, j'ai de la chance, c'est que déjà le bois, j'adore ça, donc en travaillant avec le bois, j'ai pu faire mes ruches moi, j'ai pu faire des modifications, j'ai pu les retaper, j'ai pu refabriquer des hausses, j'ai pu refabriquer beaucoup de choses. Donc c'est aussi quelque chose qui me plaît dans l'apiculture, c'est qu'elles vivent dans du bois. J'aimerais bien faire la même chose, vivre dans du bois. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Pour faire une reine, on nourrit l'abeille que de gelée royale. Et en donnant que de la gelée royale pendant qu'elle grandit, et c'est là que tu fais une reine. Qu'une abeille aura de la gelée royale que pendant 1, 2, 3 jours. Donc c'est ça qui fait la différence. À cette période-là, j'ai à peu près 70 000 abeilles. Donc en été, on tourne à 60, 70, 80 000 abeilles dans une ruche. Et en hiver, les abeilles mettent les faux bourdons dehors, parce que c'est une bouche à nourrir en plus, on n'en a plus besoin des mâles. Donc on les met dehors. Et puis ça descend à 20-30 000 abeilles. Et une abeille, en été, elle vit 1 mois. Et donc c'est court. Et là, elles bossent. Elles ont 5 métiers, 6 métiers. Et puis l'abeille d'hiver, elle vit 4 mois. Et puis, c'est assez fou la différence entre les deux, quoi. Donc l'abeille d'hiver, elle va pas partir ramener du nectar, ramener du pollen. Elle va vraiment garder la reine au chaud et puis pour l'hiver, quoi. Donc elles ont vraiment deux vies différentes. Alors là-dedans, on a justement la corps de ruche. Donc là, je travaille avec, mais je récolte pas de miel. Sur l'extérieur, elles mettent le miel. Et à l'intérieur, il y aurait le couvain. Le couvain, c'est les bébés abeilles qui évoluent. Donc c'est une larve, c'est un œuf, c'est une larve. Et après, ça vient une abeille. Après, elles mettent une file pellicule dessus, sur l'alvéole. Et puis, on attend, à partir de 19 jours, on a une abeille. Et puis, quand on veut avoir du miel, on met une grille à reine. Ça veut dire que toutes les abeilles peuvent monter dans la hausse et la reine pas. Parce que la reine, elle est plus grosse, elle ne pourra pas passer ce grillage. Le but, c'est qu'elle n'aille pas en haut pour pondre. Donc les abeilles peuvent monter là-haut. Et là, en haut, on a des cadres qui font la moitié du corps de ruche. Et là, on n'aura que le miel. Donc cette partie, la hausse, c'est le galta à miel. Et puis, elles mettent le miel dedans. Après, elles doivent le travailler pour le transformer en miel. Une fois qu'il a un taux d'humidité correct, elles l'operculent pour le garder le plus longtemps dans le temps, simplement. Et puis, quand je vais extraire le miel, je vais enlever que de cette partie. Je vais jamais toucher cette partie. Donc, elles vont jamais mettre du miel en haut tant qu'il n'y en a pas assez en bas. Donc ça, c'est un super point pour l'hiver. Donc oui, je leur vole du miel, c'est le but de l'apiculteur, mais jamais mettre en péril sa colonie. Donc ça, c'est le point qui est intéressant à savoir. Et puis, on peut aller jusqu'à double hausse s'il y a beaucoup de récoltes en une fois et puis elles n'ont pas encore le temps d'enlever l'humidité dans le miel. Il faut savoir qu'il rentre, il est vraiment liquide et puis à la fin qu'elle le sèche, elle le ventile comme on dit, et il descend en humidité et puis toi tu es tenu à extraire un miel à un taux d'humidité qui est connu. 18,5, 17,5 si tu es labellisé, tu dois respecter ce taux d'humidité parce que le problème c'est s'il fermente, ce genre de problème, quoi.
Bon, dans le miel, on a moi, j'extrais 2 fois dans l'année. Donc, on a le miel de printemps, miel de fleurs. Donc, tout ce qui est tous les fruitiers qu'on a. Donc, il y en a vraiment pas mal dans la région. Et puis, le pissenlit. Et puis, le colza. Le colza, c'est vraiment une bonne récolte. Après, j'ai une deuxième récolte que je fais au mois d'août. Début août, fin juillet. Et puis là, c'est du miel de forêt, on va dire, qui est beaucoup plus foncé, qui est plus fort en goût. Et celui-là, j'en ai des fois beaucoup, des fois rien du tout. Donc cette année, on verra. L'année passée, j'en ai eu beaucoup, mais une mielée comme l'année passée, on dit que c'est tous les 10 ans. Donc je vais encore attendre quelques années. Le miel, c'est quelque chose qui est... Ouais, c'est quelque chose de... Comment expliquer ça? Il y a beaucoup de choses à dire sur le miel. C'est magique, quoi. C'est quelque chose qui est bon, que les enfants ils aiment, que les adultes aiment. Tout le monde aime le miel. C'est quelque chose qui est sucré, qui est plaisant. Et puis on a plein de sortes de miel. Alors nous en Suisse, c'est difficile de faire une sorte de miel spécifique parce que on a des champs agricoles qui sont assez faibles, assez petits. Donc on n'a pas des monocultures comme en France, qu'on peut dire de la lavande, qu'ils ont des champs, des hectares et des hectares de lavande et tu poses tes ruches au milieu et tu n'auras que du miel de lavandier. Nous, c'est un peu plus difficile. Il faut savoir qu'une abeille peut voler jusqu'à 3,5 km. Donc ça vole à 20 km/h et puis elles peuvent aller loin. Mais il y a tellement de choses à polliniser qu'on a du miel qui est de beaucoup de sortes différentes. Le miel, c'est impérissable, c'est chouette aussi. Après, moi, le miel, on fait rien avec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne met pas de colorant, on ne met pas quelque chose pour le garder dans le long terme. Le miel, on le récolte, il faut juste faire attention avec le taux d'humidité. Donc justement, être en dessous de 18, 17, 16, c'est le mieux. Mais des fois, cette année, c'était un peu plus difficile parce qu'il a fait moche sur les colzas. Donc le miel était un peu plus humide, mais ça va le faire quand même. Après, justement, moi, je le mets facilement en pot assez rapidement. Et puis comme ça, tu le réchauffes pas et tu l'abîmes pas. On peut le stocker en bidon, je le fais aussi parce que j'en ai quand même quelques ruches, donc je peux pas tout stocker en pot, ça fait trop de volume. Alors je le chauffe au bain-marie tranquillement à des températures correctes et puis ça abîme pas le miel. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de manger local. Parce que ceux qui ont des problèmes d'allergie par rapport à la pollinisation, par rapport au pollen, si tu manges du miel à côté de chez toi, les abeilles ont été justement sur ces pollens-là. Et puis ton corps s'immunise. Et puis c'est ce qu'il fait. Je connais pas mal de monde qui achète du miel, même qui l'apprécie pas plus que ça, mais c'est vraiment pour le bien-être du miel. Moi, quand j'ai mal au cou, je bois du thé avec du miel et puis je me soigne avec le miel. Mon petit aussi, je le soigne au maximum avec mon miel. Alors au début, je l'ai vendu à mes copains, mes amis, mes connaissances au village. Donc ça, c'est mon papa qui s'en occupe. J'ai de la chance pour ça, ils m'aident bien, c'est sympa. Et puis j'ai une bâche chez moi, les gens ils sonnent, ils viennent chercher leur miel et puis je livre un peu. Après j'ai commencé par 1 magasin, 2 magasins, 3 magasins et là je suis avec 3 grands magasins à Gimel. Et puis je les remercie beaucoup parce que c'est des amis déjà. Avant tout c'est des amis. Et puis on travaille ensemble avec ça et puis c'est très sympa, quoi. C'est des petites boutiques, la boulangerie, la fromagerie, un agriculteur qui vend ses produits à la ferme et c'est là où je vends mon miel.
ça faisait quelques années que l'apiculture me plaisait, mais j'avais pas de personne proche qui en avait. Et puis un samedi matin, on est allé faire les courses au centre commercial à Aubonne. Et puis il y avait un stand apicole qui vendait du miel. Et puis je me suis approché et j'ai discuté avec un monsieur qui a un certain âge maintenant et qui a des ruches. Et puis tout de suite j'ai eu le feeling avec ce monsieur et puis il m'a invité, on est allé boire le café, ma femme est allée faire les courses, moi j'ai discuté. Elle est revenue des courses, elle avait terminé, nous on continue à discuter. Et puis ça m'a vraiment plu et plus on discutait, plus j'étais intéressé. Le week-end j'ai fait que de lire des revues sur l'apiculture et la même semaine je suis allé le trouver chez lui. Et là on a discuté et puis en quelques jours je me suis décidé de me lancer dans cette aventure. Et c'est ça qui est intéressant dans l'apiculture. C'est ce que j'aime dans l'apiculture, c'est que là maintenant ça fait 7 ans que j'en fais. Et puis justement ce monsieur que j'ai rencontré dans son stand, je l'appelle, je pense 4 fois dans l'année, facile. Et puis je passe chez lui le samedi matin, on boit le café, on discute d'apiculture. Et puis j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Il explique, ouais mais ça j'ai déjà fait, laisse tomber, ça va pas le faire. Essaye ça, j'ai entendu dire que ça pouvait fonctionner. Alors là cette année j'ai eu énormément d'essaims, j'avais pas assez de boîtes pour les remettre dedans. Alors j'en ai mis 2 dans une. Et c'est le genre de pratique qui est rare, j'ai jamais fait, j'ai pas eu besoin de le faire jusqu'à présent. Alors ça, justement, le monde d'apicole est vraiment super pour ça parce que si tu connais quelqu'un qui fait de l'apiculture, je pense que tu peux l'appeler et puis il va toujours t'aider. C'est pas un commerce, dans le commerce qu'on doit cacher comment la façon, la meilleure, faut pas dire. Non. Si tu as un nouveau système, si tu as trouvé quelque chose, tu es tout content de le partager à tes copains. Ça, c'est magique.